Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur IA et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me brûle à cœur, d'un sujet extrêmement important qui concerne évidemment l'intelligence artificielle, mon métier et ce que j'en fais au quotidien. Alors aujourd'hui, vous allez voir que nous allons entrer au cœur de la problématique concernant la souveraineté de la France face aux géants américains, d'accord, OpenAI, Anthropic, mais surtout de quel plan d'action il faudrait mettre en place, mettre en œuvre pour que éventuellement, si par ailleurs la France voudrait vraiment livrer bataille face à ces géants américains, se lancer. Alors, donc, la problématique aujourd'hui, je la vois sous un angle vraiment très, très pointilleux et qui est vraiment en relation avec même les compétences, les connaissances et les skills qu'il faudrait obtenir pour être véritablement être au cœur de l'intelligence artificielle. Alors, mon background, entre guillemets, si vous voulez savoir d'où je parle, comme on dirait, chez les marxistes en fait, je parle en ma qualité d'ingénieur IA. Au quotidien, je crée des applications, des systèmes agentiques. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple concret d'un agent intelligent que j'ai mis sur pied et qui est déjà fonctionnel pour une première version. Bien sûr, il y a des améliorations continues, mais qui est vraiment au cœur de ce que aujourd'hui vous voyez, vous entendez là dans les use cases qui vous sont présentés dans les médias concernant comment l'IA peut-elle vraiment impacter le quotidien d'une personne, d'un citoyen quelconque. Et ici, vous avez en face de vous le tout premier agent intelligent français, parce que basé sur des données françaises et en relation justement pour aider alors tout citoyen français ou toute personne qui vit en France ou qui a besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur la législation française ou sur les démarches administratives à effectuer en France. Voilà. Et donc cet agent intelligent a été vraiment, un chantier titanesque parce qu'il a fallu ingurgiter ou compiler tout un tas de données, d'accord? D'exploiter toutes les données que le gouvernement français dispose, d'accord? Entre autres, par exemple, ici, vous avez la plateforme DataGouv où vous avez, en termes de volumétrie, ces jeux de données que vous voyez là. Et donc, la plateforme, donc, à travers ce que je vous montre ici de cet agent intelligent, permet à quiconque justement d'effectuer des problématiques très spécifiques justement à l'État français, à l'administration française. Donc, c'est vraiment l'utilité de cette plateforme et pour vous montrer une vraie démonstration, pour vous montrer en quoi est-ce que c'est vraiment différent. On va prendre une démarche administrative, par exemple. Un citoyen qui a besoin de connaître, par exemple, le prix de l'immobilier en France sur un territoire donné. Comment devrait-il faire pour obtenir ces informations qui, je le rappelle, sont dans des jeux de données, mais extrêmement compliqués à débugger, à exploiter de cette forme-là. Donc, l'agent intelligent va être capable d'effectuer ces requêtes-là et de les restituer de manière plus fluide pour l'utilisateur. Voici un exemple, par exemple, ici à gauche, vous avez une comparaison entre un Claude, donc il a ici à gauche, où l'utilisateur pose la question, je veux vendre un appartement de 70 mètres carrés à Bordeaux, quel est le prix au mètre carré constaté pour ce type de bien dans la commune de Bordeaux? Donc, les informations proviennent du fichier des demandes de valeur foncière, le fameux fichier 2VF. Si vous avez déjà acheté un appartement ou une maison en France, ce fichier-là vous parle forcément. En tout cas, sachez que lorsque donc une maison ou un appartement est vendu en France, ce fichier-là est mis à disposition, est mis à jour à une profondeur de 5 années. Donc, ce fichier possède des données des valeurs foncières. Donc là, premièrement, vous avez vu que Claude n'a pas su répondre réellement à l'utilisateur. Et de l'autre côté à droite, ce que l'agent intelligent est capable de faire, c'est d'aller récupérer justement ce fichier-là, de le télécharger, vous voyez là, de le compiler et de rechercher les informations par rapport à la question de l'utilisateur. D'accord? Et ce de manière autonome. Parce que justement, derrière, ce que j'ai mis en place, c'est cette connaissance agentique
et toutes les connaissances sur la manière d'exploiter les données autour de l'intelligence artificielle pour que un grand modèle de langage soit en mesure de comprendre les requêtes ou les demandes des utilisateurs. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. C'est un exemple particulier sur le fichier de demande de valeur foncière, d'accord? Mais ça va au-delà, évidemment, de cet aspect uniquement sur la recherche ou les demandes autour de l'immobilier. Ça concerne également tout type de requête dès le moment où vous souhaitez effectuer une démarche administrative en France. Par exemple, si vous voulez connaître ou identifier votre CAF, connaître vos droits, tout simplement vos droits, d'accord? Vos droits sociaux, avoir ou renouveler un document d'identité, par exemple, carte d'identité, passeport, etc. Avoir un certain nombre d'informations sur votre mairie, commune, bref, ou rédiger même d'ailleurs vos courriers, si, donc au quotidien, puisqu'on reçoit évidemment des courriers, des amendes, des contraventions, etc., pour, par exemple, contester, répondre, mais avec des arguments bien sourcés provenant de la législation française. Donc c'est vraiment le cœur et le but de cet agent intelligent. Mais ça, si je m'arrêtais à ce niveau, je serais un peu dans, disons, pas très complet dans mes propos. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous l'ensemble des connaissances qu'il faut pour obtenir ce niveau de connaissances et ce niveau d'implémentation. Donc, vous voyez bien, vous vous en doutez d'ailleurs qu'on est totalement là dans tout ce qui est purement connaissance pratique, mais pour que la connaissance pratique puisse émerger, évidemment, il faut aussi beaucoup de connaissances scientifiques. Et aujourd'hui, donc, ça va me permettre d'introduire le sujet, le débat principal. Souvenez-vous, j'ai dit dans mon propos préambule que si la France devrait euh, combattre ou livrer bataille face aux géants américains, faudrait que la France, donc sur la question de l'IA évidemment, faudrait que la France soit en mesure d'effectuer tout un tas de changements, de perspectives d'avenir, d'évolution et d'exécution rapide. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la question de l'éducation nationale. Donc l'éducation, pour moi, c'est la base. Alors, quand je dis éducation nationale, c'est précisément les connaissances nécessaires, ici donc mathématiques, précisément scientifiques, qu'il faudrait obtenir à minima pour que la prochaine génération puisse comprendre ce qui se passe, les enjeux. Parce que même si actuellement, donc vous voyez déjà que actuellement, les meilleurs ingénieurs en France, soit partent de la France ou restent en France, mais travaillent sur des projets internationaux. Donc, de toute façon, n'appartiennent plus, entre guillemets, ou ne contribuent plus à la bataille pour la France face aux géants américains. Donc, il y a ce problème-là. Et le second problème également, c'est l'avenir. Et l'avenir, évidemment, ce sont les plus jeunes. Et si les plus jeunes n'ont pas une formation rigoureuse en mathématiques, d'accord, ne comprennent plus les rudiments fondamentaux, bah, ça va être très très difficile de maintenir la bataille dans la durée, tout simplement. Et aujourd'hui, quand je remarque un des symptômes, précisément, de cette perte de bataille dans l'enseignement des mathématiques au lycée, déjà à minima, je remarque et je constate que les sujets de bac qui sont proposés, d'accord, sont vraiment, alors ça ne date pas d'aujourd'hui en 2026, hein, mais depuis, peut-être même depuis 30 ans et voire même plus. Mais c'est encore plus flagrant parce que l'IA vient révéler justement cet aspect-là que si vous, donc d'ailleurs là je généralise, quelle que soit la nation dans ce monde entier, l'aspect éducatif ou l'aspect de la formation dans les sciences dures, en mathématiques en l'occurrence,
Si vous ne mettez pas cet aspect-là au cœur de votre réflexion pour mener bataille dans le monde de l'intelligence artificielle, vous avez déjà perdu d'avance. Et quand vous regardez comme ça les États-Unis ou la Chine, derrière l'essor ou l'avancée profonde des Américains et des Chinois, c'est parce qu'ils ont les plus meilleurs cerveaux du monde entier dans ces disciplines-là, en mathématiques. Alors, les États-Unis, par leur politique du rêve américain, l'American Dream, font venir des chercheurs dans le monde entier, donc aspirent les meilleurs tout simplement du monde entier, et ce, quelle que soit leur nationalité, et évidemment aussi une partie des Américains. Et les Chinois, bah, n'en parlons pas. Les Chinois, de toute façon, de manière générale, en Asie, il y a cette politique justement de mettre au cœur de l'intelligence artificielle ou au cœur de la société, de l'industrie, une formation rigoureuse en mathématiques. Et donc, aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont number one dans l'IA parce que justement, ce sont des nations qui ont compris que il va falloir pérenniser cette domination avec un enseignement continu et rigoureux en mathématiques. Et aujourd'hui, vous voyez bien que même sur les réseaux sociaux, quand on parle souvent de la question de TikTok, on a tendance à dire que le TikTok chinois est, entre guillemets, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche d'un point de vue de connaissances, stimulation de connaissances, que le TikTok occidental, par exemple. Et, enfin bref, ça dénote quand même derrière une certaine forme de vérité, une certaine part de vérité qui ne peut être ignorée. Alors, je me suis amusé ici de vous faire un comparatif, par exemple, entre une épreuve de mathématiques en 94, donc à l'époque, avant la réforme qui a tout mélangé pour qu'on passe des divisions, des filières bac C, bac E à un bac S. Donc il y avait vraiment encore, donc juste avant cette réforme-là, par exemple ici l'épreuve de mathématiques de 1994, vous voyez bien mon écran, et je me suis amusé à faire un petit comparatif, on va le faire dans cette vidéo, et vous allez voir à quel point vraiment c'est flagrant ce que je suis en train de vous dire. Et une épreuve de mathématiques de bac en 2026, en épreuve anticipée, et avec la précision pour les candidats avec enseignement de spécialité. D'accord. Alors, pour la juste précision que aujourd'hui même, alors cette mention, c'est parce que tellement le niveau a été rendu très très bas que les élèves aujourd'hui, depuis déjà même plus de 10 ans, peuvent se permettre de ne pas choisir l'option mathématique. En gros, les maths sont devenues une option. Voilà. Donc, je peux décider de faire tout mon cursus du lycée, en tant que lycéen, sorti du lycée, sans faire les mathématiques. Et même les mathématiques que je fais ou que je ferai au lycée, non plus d'ailleurs même un certain niveau à minima acceptable par rapport au combat qui doit être mené, justement, de former les futurs ingénieurs IA. Quand je vous parle des futurs ingénieurs IA, je vous parle de ceux qui sont capables de concevoir un grand modèle de langage de A à Z. D'accord? Là, on est purement ici dans la capacité, la capacité pour l'ingénieur IA de, de conceptualiser, d'accord? De conceptualiser un LLM, donc un Large Language Model, de A à Z. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un LLM, un LLM, d'accord? Comment je construis pour, comment je fais pour rendre riche le vocabulaire d'un LLM? Comment je le constitue? Qu'est-ce que cela représente d'un point de vue mathématique comme objet mathématique? Parce qu'il faut revenir à la base fondamentale. Et par la suite, quels sont les types d'opérations que je pourrais donner à cet objet mathématique? C'est vraiment ici, donc, je vous fais le lien clairement net entre le fait de comprendre l'importance capitale d'avoir
des connaissances scientifiques, mathématiques ici en l'occurrence, très profondes, très poussées, pour que demain, même si vous n'avez pas d'un point de vue financier de l'argent, mais d'un point de vue conceptualisation, vous êtes en mesure de pouvoir concevoir un grand modèle de langage de A à Z. Et aujourd'hui, on voit bien que la question de l'argent dans le financement des startups, c'est une question secondaire. Donc, si vous avez les compétences nécessaires pour mettre sur pied ou pour comprendre fondamentalement qu'est-ce qui se cache derrière un ChatGPT, d'accord? Par exemple, l'algorithme, alors, l'architecture des transformeurs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, tout ceci, ce sont des, je dirais, un ensemble d'opérations mathématiques qui s'effectuent et qui permet justement d'obtenir ce que l'on appelle aujourd'hui les modèles GPT. On va le voir un peu par la suite. Mais si vous n'avez pas ce lien-là de causalité, de savoir que la base, c'est d'abord la partie donc des connaissances pures en mathématiques et le lien justement avec les solutions d'intelligence artificielle qui vous sont proposées aujourd'hui, les fameux modèles propriétaires qui sortent au quotidien, les Claude 5, les Opus, Claude Sonnet, etc. Vous n'allez pas être en mesure d'avoir le niveau de rigueur qu'il faut pour mettre sur pied, par exemple, un agent de ce type. OK? Je vous fais une démonstration ici de la manière dont clairement, cet agent est capable d'aller rechercher des informations extrêmement importantes. D'accord? Ici, par exemple, donc, dans les menus suggestions, je vous disais, cet agent est vraiment très calibré et plus puissant et plus performant qu'un ChatGPT parce que je l'ai voulu ainsi. Un ChatGPT va être uniquement axé sur des requêtes généralistes, ce qu'on appelle d'ailleurs un modèle généraliste, puisqu'il est entraîné dans son élaboration pour répondre à tout un tas de questions qui appartiennent à des corpus divers et variés. Sauf qu'ici, l'agent que j'ai mis sur pied est vraiment clairement un agent qui a toute connaissance de l'État français. Imaginez quelqu'un qui a tellement euh, appris de toutes les lois françaises juridiques, démarches administratives, et qui est au cœur de toute démarche administrative dans tous les services publics de l'État français, et qui au quotidien se met à jour de ses compétences et de ses connaissances. Bah, vous avez en face de vous la présentation de ce que je suis en train de vous montrer là tout de suite. Donc, un exemple tout particulier, tout simple. Donc, une pièce d'identité à renouveler ma carte d'identité, délai actuel pour un passeport, les impôts, déclaration des revenus, simuler mon impôt, contester mon avis d'imposition, permis de conduire, etc., etc. Donc, c'est un menu de suggestion. On va prendre, par exemple, carte grise, immatriculer un véhicule d'occasion. Donc, c'est une démarche administrative qui est particulière à la France en fonction voilà, de là où vous habitez, mais vous allez devoir faire des démarches administratives auprès du service public proche de votre commune. Donc, si on prend par exemple immatriculer un véhicule en France, d'accord, un véhicule d'occasion, l'agent intelligent va faire quoi? Va aller dans son corpus documentaire, aller rechercher, croiser les informations, évaluer euh, par par un plan d'action les démarches nécessaires pour que l'utilisateur puisse renouveler rapidement, enfin, immatriculer son véhicule d'occasion. Donc, l'identification de la démarche, l'agent intelligent est capable d'aller chercher le bon service public, d'accord, et créer des fiches, récupérer en fait, justement, ce qu'il faut. Donc, il a mis en place un plan d'action, il est en train de suivre ce plan d'action de bout en bout. Il me génère en fait un document avec des faits structurés et il continue sa démarche. Ça, ChatGPT ne vous le donnera pas ici. Pourquoi? Parce que justement, les données auxquelles l'agent a accès,
ChatGPT n'a pas accès. Voilà. C'est c'est toute la démarche et la distinction claire et nette que j'ai bien voulu implémenter dans dans la réflexion profonde de cet agent intelligent. Donc là, clairement, vous voyez bien que l'agent intelligent a terminé. Donc, immatriculer un véhicule d'occasion, qu'est-ce qu'il faut? Le plan d'action a été réalisé et à chaque fois qu'il a pu exécuter, il a coché ce qu'il a, les étapes voilà, montrées. Donc, je vois que pour la première recherche, enfin, je vois que la première recherche a renvoyé des fiches partiellement pertinentes. Laisse-moi cibler plus précisément l'achat d'un véhicule d'occasion. Donc, l'agent intelligent ici est capable de s'auto-critiquer, d'effectuer en fait ce qu'on appelle en mathématiques processus d'inférence pour valider ses hypothèses et conclure et aller vers des évidences, voilà, et en relation justement avec la réponse de l'utilisateur, des axiomes comme on pourrait dire en mathématiques. Donc, l'agent intelligent a continué son travail et si je veux avoir plus de précision, je n'ai qu'à cliquer pour voir le nécessaire de ce qu'il faut. Véhicule à détruit et certificat d'immatriculation, si c'est mon cas. Véhicule modifié et certificat d'immatriculation. Bref, de pointer les pages nécessaires du service public en relation avec ma demande, tout simplement. Donc, même, par exemple, les auto-écoles peuvent l'utiliser. De toute façon, quelle que soit la démarche administrative à faire ou à effectuer en France, cet agent intelligent va au-delà de ce qu'un ChatGPT vous donnerait. ChatGPT vous donnerait une réponse évidemment plus lâche, entre guillemets, mais pas très précise, parce que justement, ChatGPT n'a pas vocation à l'être. D'accord? C'est vraiment axé sur la réponse des questions des utilisateurs, sur des questions sur des réponses très très larges. Donc, on est clairement ici, vous voyez bien, toute cette partie qui a été apportée à l'utilisateur. Et puis, évidemment, pour des cas particuliers, l'utilisateur peut voir, en fait, l'agent intelligent propose des menus sous-jacents pour permettre à l'utilisateur de voir beaucoup plus en détail si, par ailleurs, il n'aurait pas oublié une réflexion concernant sa question. Alors, c'est bien beau tout ceci, d'accord, évidemment, mais il y a tout un travail, tout un chantier derrière ce que vous venez de voir, parce que au quotidien, j'utilise Claude Code, donc les agents intelligents que Anthropic a mis sur pied. Donc, Claude Code, c'est la partie coding ici, en l'occurrence. Mais je ne vais pas vous parler de Claude Code parce que je pense que beaucoup là d'ailleurs vous montrent des démos comme ce que je viens de vous montrer, mais ne vous disent pas ce que moi je vous apprête à, ce que moi je vous apprête à, je m'apprête à vous dire. Alors, Claude Code, c'est un outil, d'accord, qui vous permet d'accélérer votre développement d'agents intelligents, mais ce n'est pas Claude Code qui va développer à votre place et ce n'est pas Claude Code qui va vous rendre ingénieur IA. Ce n'est pas Claude Code qui va vous permettre de créer par exemple Anthropic. OK? Et moi aujourd'hui, on va revenir à la question fondamentale de mon sujet, de mon propos. D'accord? Je continue mon propos. S'il faut vous donner les connaissances nécessaires et les compétences pour devenir ingénieur IA, il va falloir comprendre un minimum des bases mathématiques. Vous ne pouvez pas déjà être ingénieur. Moi, je considère que alors, je sais qu'aujourd'hui, le mot a été tellement dévoyé, mais pour moi, je considère que si vous êtes ingénieur, vous avez un minimum de connaissances en mathématiques. Minimum bac. Minimum le bac, d'accord. Voilà. Et ça, c'est le minimum. Donc, si en plus de ça, vous me dites que vous voulez être ingénieur IA ou travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle pour mettre sur pied ce que, par exemple, je viens de vous montrer, il va falloir faire beaucoup plus que d'un ce niveau d'ingénieur classique, d'accord, qui devra avoir normalement des connaissances de niveau bac. Mais sauf que
Évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans cette société. Donc, pour remédier à cela et faire le travail de l'éducation nationale, le travail que l'éducation nationale aurait dû faire ou a failli, d'accord, j'ai décidé de vous prendre de temps en temps, lorsque j'ai du temps comme aujourd'hui, de vous amener dans les connaissances purement claires et nettes de ce qu'il faudrait comprendre entre euh, les connaissances en mathématiques et le lien dans la construction des modèles d'intelligence artificielle. Alors, première chose déjà, pour continuer mon propos et vous montrer à quel point il est fondamental de prendre au sérieux ce que je suis en train de dire, c'est que on va prendre ce sujet de mathématiques, bac C 1994. Je vais voir avec vous, alors je vais essayer de traiter la plupart des questions qui se trouvent là et vous montrer à quel point le lien est direct, qu'il y a un lien très très direct de causalité entre le minimum des connaissances, d'accord, que je vais vous présenter ici, et la capacité qu'aujourd'hui les ingénieurs de la Silicon Valley, ou ceux qui sont derrière, justement dans la mise sur pied des modèles des transformers, des GPTs, d'accord, de tout ce qui est ChatGPT, Claude, Mistral, DeepSeek, bref, etc., etc. Pour vous montrer à quel point, quelle que soit cette dénomination, tout ceci ne repose que sur une partie des connaissances en mathématiques. Et que, et que dès le niveau bac, donc si vous avez un très bon niveau, donc quand je dis un très bon niveau, c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'époque 1994 pour vraiment se dire que bah, à cette époque, il y avait quand même encore un minimum, je précise bien, même si il y en a encore certains, évidemment, et moi, entre autres, hein, qui considèrent qu'on était déjà en train de dériver petit à petit vers une faiblesse abyssale de l'enseignement mathématique. Mais bon, ceci dit, par rapport à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, avec l'ère dans laquelle nous nous trouvons, avec l'intelligence artificielle, ce niveau vous permettra néanmoins de comprendre les enjeux de ce qui se cache derrière les grands modèles de langage. D'accord. Alors, première chose déjà, donc enseignement obligatoire et donc bac C, métropole juin 1994. Enseignement obligatoire, le plan est rapporté au repère orthonormal OIJ. On pose OA, I et OB2J. Soit M, un point quelconque du plan de coordonnées XY. On pose donc D1, donc déterminant, des vecteurs MA, MB, D2 et MB, MO, D3, MO et MA. Calculer D1, D2, D3 en fonction de X et Y et prouver que la somme D1 plus D2 plus D3 est différente de 0. Ok. Aujourd'hui, là déjà, rien que la première question, un élève de mathématiques de 2026, et même depuis 10 ans déjà, n'est plus en capacité, pardon, n'est plus capable d'effectuer ou de répondre à cette question-là parce que on lui a dépourvu en fait de tout ce qui était nécessaire comme bagage d'enseignement. On revient donc à l'éducation nationale. Au travail, alors c'est une volonté clairement assumée de retirer comme ça l'enseignement mathématique. Mais ceci dit, l'impact derrière a été ou se ressent très profondément aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un déterminant? En fait, ici, alors, en mathématiques, vous allez voir que le déterminant est très fondamental. Pour deux vecteurs, donc quand on prend deux points, donc si on prend deux points dans un repère orthonormé, comme précisé tout à l'heure, donc de coordonnées AB, d'accord, CD, le déterminant
deux vecteurs OA, OB, c'est tout simplement la valeur, donc AB, CD, AD moins BC. Mais cette valeur, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train de calculer, donc pour ces deux vecteurs, la surface de ce parallélogramme, en fait. Donc OA, OB. Vous êtes en train de calculer cette surface. Et si vous divisez par la moitié, vous allez avoir en valeur absolue la surface de ces deux triangles. D'accord? Ce triangle-ci et celui-ci. Pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, dans le domaine de l'intelligence artificielle, les vecteurs, ça tombe bien. Ce que vous manipulez là, dans les modèles tels que ChatGPT, tout ce que vous voyez comme texte, bah en fait, ce ne sont que des vecteurs que vous manipulez, tout simplement. C'est la notion d'espace vectoriel qui est matérialisée. Quand j'écris par exemple une phrase, alors le chat est sur le canapé, bah, cette phrase-ci, vous entrez cette phrase sur l'interface de ChatGPT. ChatGPT ne sait pas en soi, comme un humain, ce que cette phrase veut dire en fait. Mais comment fait-il pour interpréter cette phrase et vous restituer une réponse cohérente? C'est parce que justement, on a été capable et en mesure de mettre sur pied donc l'architecture des transformeurs qui a permis de rendre chaque phrase sous forme de vecteur. Donc, on appelle d'abord, dans un premier temps, le processus de tokenisation. Donc, si on considère que ça c'est un premier token, d'accord? Comme premier mot, je fais rapide pour les modèles les plus avancés. On pourrait confondre parfois à certains égards pour simplifier aussi la, la démonstration. Donc, la relation entre token et mot, même si évidemment, un token n'est pas toujours un mot en entier tel qu'on pourrait le voir dans le dictionnaire. Mais pour chaque mot que vous voyez là, donc, le processus de tokenisation s'effectue. Donc, nous avons là le premier token, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, token N. OK? On va mettre IDN avec N entre 0 et 1. Et N, d'accord? Et à l'infini, voilà, tout simplement. OK? Alors, ce que fait la machine, évidemment, c'est que chaque token, donc ça c'est le processus de tokenisation. Après, il y a le processus maintenant de transformer ces tokens-là sous forme de vecteurs numériques. Donc vous allez avoir ici, par exemple, plusieurs tokens qui vont vous permettre de comprendre précisément ce qui se passe dans votre architecture profonde. Alors, j'essaie de voir par la suite ce que je pourrais faire ici. Voilà. Voilà. Donc ici, par exemple, donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir chaque token, donc numéroté, hein, premier token, transformé en un vecteur. Et un vecteur, c'est quoi? C'est une collection d'objets, de chiffres comme ceci, d'accord? Moins 0,5. Alors, on va effacer ici ça, voilà. Voilà. Moins 1, moins 0,75, etc., etc., jusqu'à l'infini. Voilà comment on représente d'un point de vue numérique un token, un vecteur. Donc, tokenisation, vectorisation. C'est ce qu'on appelle justement le fait d'encapsuler des phrases, des mots. Pas un mot en anglais qu'on appelle le mot embedding en fait. Donc, quand vous entendez parler embedding, c'est ça en fait, le processus
donc embed en anglais, pour encapsuler. Mais cette encapsulation, justement, comme vous pouvez le constater, ce n'est que la représentation matricielle sur un vecteur ligne, en fait. Donc, la représentation vectorielle d'un mot à la base. Mais vous voyez bien qu'on est passé d'une phrase toute simple, d'accord? On est passé d'une phrase ici en langage naturel que l'utilisateur a tapé, le chat est sur le canapé, à une représentation mathématique. Donc, quand l'utilisateur tape le chat est sur le canapé, ce qu'il ne sait pas derrière, c'est que maintenant, pour les algos qui tournent derrière l'architecture GPT, va se mettre en place un processus de mathématisation, de création d'objets mathématiques et de manipulation de ces objets mathématiques pour arriver à une représentation mathématique exploitable dans l'architecture des transformeurs. Et maintenant, un second, une seconde notion importante dans l'architecture des transformeurs et ce qui en fait justement la particularité et toute la beauté des transformeurs, c'est le phénomène d'attention. D'accord? L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est ce qui fait que quand l'utilisateur, donc pour la phrase le chat est sur le canapé, l'attention, c'est ce qui fait que si je positionne mon curseur, donc si je prends n'importe quel euh, mot, qui pour moi, en tant qu'humain, est un mot, mais pour la machine, c'est une représentation vectorielle, c'est un vecteur. Donc si je prends je prends un mot dans cette phrase, bah, je pourrais dire à quel point le mot en question est relié d'un point de vue de degré d'importance par rapport à tous les autres points de la phrase qui ne sont que, en quelque sorte, d'autres mots. C'est-à-dire que voici le phénomène d'attention que je suis en train de matérialiser. Donc, je prends le mot su. Donc, je pourrais dire, donc, il est évidemment en relation avec tous les autres mots de la phrase, d'accord? D'accord? Jusqu'ici. Je pense que c'est assez compréhensible. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est de comprendre que toutes ces relations-ci possèdent des poids parce que, évidemment, avec la construction du langage naturel, il y a ce qu'on appelle le sujet, verbe, complément, le déterminant, bref, la manière dont les mots sont positionnés dans une phrase, tout ceci a une importance. Et cette importance-là fait que je peux dire que, voilà, le mot su, le, alors, le mot su par rapport à canapé, il y a une forte relation par rapport à le. Parce qu'en fait, su, donc pour nous, langage naturel, donc ça va faire penser à un support sur lequel le sujet, le chat, repose. Donc, su implique déjà, donc par relation d'implication, implique déjà de mettre en exergue le nom du support sur lequel repose le sujet. Et de même aussi quand je dis, donc première chose déjà, vous voyez bien que ce qui veut dire que le poids, donc le poids entre les deux mots su et canapé, donc ce premier poids, poids 1, il est plus important que le poids entre su et le, par exemple. Ça, c'est certain, comme je viens de vous expliquer. Et en d'autres, pour ajouter aussi, évidemment, le poids entre su et chat, d'accord? Donc, on va mettre ici le poids, euh, donc poids 1, poids 2, poids 3. Bah, ce poids entre chat et su est plus fort que, par exemple, toujours la relation entre su et le. Parce que, évidemment, si je dis dans cette phrase su
qu'est-ce qui est sur le canapé? Évidemment, le sujet, le chat, l'animal. Donc ça, dans l'architecture des transformers, c'est le phénomène d'attention que les ingénieurs chez Google ont réussi à matérialiser dans le fait que, quelle que soit une phrase en langage naturel, on était capable de créer une représentation mathématique d'objets, constitués d'objets mathématiques, capables de représenter la compréhension du langage naturel. C'est ce qui fait que quand vous entrez n'importe quelle phrase, et surtout, donc je rajoute, l'attention aussi à disrupter toutes les autres méthodes. Pourquoi? Parce que ça a été efficace, et ce, quelle que soit la longueur de la phrase. D'accord? Évidemment que plus votre phrase est longue, donc plus votre texte, plus votre prompt est long, il y a ce qu'on va appeler une perte de compréhension. Mais cette perte de compréhension, une fois de plus, n'est que une représentation mathématique, parce que justement, il y a derrière cela la notion du gradient. D'accord? Quand vous parlez chaque fois du gradient, je reviendrai, je reviendrai vers cette notion un peu plus tard, et ce qu'on appelle la perte du gradient, la descente du gradient. Mais restons sur l'attention, c'est ce critère, cette notion mathématique qui a été réussi à être vraiment implémenté dans le cœur des transformeurs pour permettre aux architectures modernes aujourd'hui de l'IA, parce que l'IA ne date pas d'aujourd'hui, d'accord, de comprendre le langage naturel, de passer à un certain niveau que on n'avait jamais atteint jusqu'ici. Alors, vous allez me dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle en fait? Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça et puis il me montre un exercice de mathématiques du bac en 1994? Parce qu'évidemment, tout ce que je ne vous dis n'est que la conséquence de la manipulation de ce que vous voyez ici. Donc, quand je travaille sur la question du déterminant, et je vous montre le déterminant, par exemple, de deux vecteurs, je vous disais tout à l'heure que je suis en train de calculer, donc ici, l'aire de la figure géométrique formée par ces deux vecteurs. D'accord? Donc, pour deux vecteurs, comme ceci, OA, ouais, d'accord? Un parallélogramme en l'occurrence ici. D'accord? Et si je divise par deux, j'ai l'aire de chaque triangle. Mais un étudiant à qui je demande, par exemple, de me calculer le premier déterminant, donc c'était D1, il me semble, donc c'était D1, déterminant MAMB, d'accord? Bah, ici, par exemple, c'est très simple. S'il faut calculer ce déterminant, j'ai tout simplement, ici, je mets les coordonnées donc du vecteur MA, et ici, je mets les coordonnées du vecteur MB. Donc, A, nous avons vu, c'est 1, 0, puisque oui, c'est A, c'est I, et B, c'est 0,2. D'accord? Donc, B, c'est 0,2. Donc, MA, donc ME, c'est XY tout simplement. Alors, on va mettre ici XY. Donc, MA, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins X. Et ici en dessous, j'ai tout simplement moins Y. Et MB, j'ai quoi? Alors, j'aurais pu inverser, mais bon, c'est pas grave. Ici, MB, j'ai quoi? J'ai moins X ici. Et après, j'ai 2 moins Y. Donc, le produit en croix, j'ai 1 moins X fois 2 moins Y moins XY. Alors, puisque moins fois moins plus, et avec le moins, et puis après, ce n'est qu'un développement, tout simplement. Voilà. Mais si vous n'avez pas cette notion-là, donc là, clairement, ici, je peux remplacer donc, le point O par M pour vous donner l'idée vraiment. Donc, si on suppose que là, on a M, vous allez avoir MA, MB. Donc, le déterminant va être
donc en valeur absolue évidemment, hein, bien sûr, en valeur absolue, la surface de ce parallélogramme formé par les vecteurs MA, MB. Et si je divise par 2, évidemment, donc j'ai l'aire de ce triangle ou de cette partie du triangulaire. Voilà, voilà ce que je calcule. Et ces vecteurs, comme je disais tout à l'heure, vous avez bien vu qu'on a vu des vecteurs. Les modèles langage, c'est quoi? C'est tout simplement des corpus de vocabulaire où chaque grand modèle langage a été tellement entraîné sur de textes énormes, gigantesques. Donc chaque mot est un vecteur. Et un vecteur, je peux le représenter dans un espace d'espace vectoriel. Et par exemple, si on prend un repère ici, x, y, en dimension 2 pour vous montrer un exemple, je peux représenter donc le vecteur A, donc MA, pardon, ici MB. Et vous voyez bien que ceci, c'est un mot pour notre grand modèle de langage. Et, euh, et ça également, c'est un autre mot pour notre grand modèle de langage. Quand l'utilisateur pose sa question, si sa question se trouve, la réponse à sa question se trouve par exemple ici à ce niveau, vous voyez bien qu'on est dans la zone que occupe la figure géométrique, le parallélogramme entre ces deux vecteurs. Donc, je peux calculer par le phénomène d'attention le poids relatif de ce mot par rapport à ce vecteur et le comparer avec cet autre vecteur pour mesurer la distance, à quel point, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de sens, la réponse à l'utilisateur fait plus sens si je me rapproche de ce vecteur ou de cet autre vecteur. C'est vraiment, c'est vraiment tout ce qui est derrière les applications d'intelligence artificielle. Mais si on ne vous explique pas, évidemment, ce que vous faites au quotidien, ce que vous calculez, et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre, évidemment, mais aujourd'hui, quand on parle de la question d'enseigner, de remettre à jour l'éducation nationale des mathématiques, l'éducation nationale devrait faire, devrait mettre en, en- vraiment en œuvre cette méthodologie d'approche de dire à l'étudiant, ou à un devenir ou au lycéen déjà, écoute, ce que tu calcules là est extrêmement important parce que dans un grand modèle de langage, voici ce qui se passe, voici les notions liées, voici ce que tu manipules, etc., etc. Ça, c'est vraiment... euh, je ne peux pas faire plus que ça, en fait, tout simplement. Mais simplement, aujourd'hui, comme nous vivons dans une époque où les connaissances mathématiques ont été tellement banalisées et qu'on n'y arrive plus à mettre sur pied réellement les choses en œuvre, il devient important de préciser un certain nombre de paramètres. Alors, pour continuer, par exemple, donc, clairement, c'est vraiment ce qui se passe derrière. Alors, après, on fait, on applique la même méthode pour calculer D2, D3, etc. Voilà, et après, vous allez avoir évidemment chaque distance en fonction de, ou chaque valeur, hein, voilà, puisque ce sont des valeurs qui sont déjà exprimées en fonction de x, y. La somme, forcément, vous allez, si vous faites bien les calculs, va être différente de 0. On déduit la relation OM égale à 1 demi de D2 au A, enfin de la somme D2 au A plus D3 au B. Même chose ici, quand on dit ici, alors OM, alors j'ai un souci avec ce stylo, c'est 1 demi du coup, hein, D2OA et D3OB. Alors, j'ai pu un instant, j'ai mon PC qui est en train de rendre l'âme. Je vais juste le brancher pour avoir un peu plus d'autonomie. Donc, j'ai OM égale à 1 demi 2 D2OA
plus D3OB. Voilà, c'est bien ça, hein, on est bien d'accord. D'accord. Donc, même chose ici. Ça, c'est très simple à démontrer, évidemment. Mais ce que j'aimerais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que par rapport à mon sujet sur l'IA, c'est que si on suppose que le LLM a appris des représentations vectorielles, donc OA, ce sont des mots. Enfin, chaque vecteur que vous voyez est un mot d'un point de vue mathématique, d'objet mathématique que l'on manipule. Donc, une fois les mots projetés dans... Donc, si je représente ici donc OA, par exemple, donc dans l'espace vectoriel OA, OB, D2OA, par exemple ici, si on considère que ça c'est la distance D2, d'accord, jusqu'ici, D2, donc je prends un demi, je me retrouve là, donc j'ai le sous-vecteur qui se trouve ici. Ensuite, donc on va changer de couleur. Ensuite, même chose, j'applique le même principe. Donc, si on suppose que D3, c'est peut-être cette distance ici, de là à là. Et je prends la moitié de cette distance, on va mettre ici, et je représente l'autre sous-moitié. Donc, j'ai ce vecteur-ci. Et bien, la somme, maintenant, par principe, j'ai la relation de Charles, donc, enfin, la somme tout simplement, j'ai la représentation OM. Voilà. Donc voici le vecteur OM qui est représenté. Qu'est-ce que cela implique pour un modèle, pour un grand modèle de langage? Ça veut dire tout simplement que la question de l'utilisateur, d'accord? Donc, ici à droite, voici ce que le modèle a appris, est-ce que le modèle est capable de représenter dans son espace vectoriel et qu'il le fait bien, ce que vous ne voyez pas derrière, mais que d'un point de vue mathématique, c'est représenté. Votre réponse n'est que une somme pondérée de la collection des vecteurs rencontrés par le modèle, par le grand modèle de langage. D'accord? C'est ce que cela implique et signifie, tout simplement. Et donc, vous voyez bien que à partir de là, par cette somme pondérée, voici le vecteur OM qui se trouve là. Et forcément, ce vecteur OM se trouve à une certaine distance que je peux calculer par rapport à aux deux vecteurs principaux, OA, OB, tout simplement. Donc, encore une fois de plus, c'est très important, les amis, de comprendre ce que vous manipulez, ce qu'on vous a fait manipuler au lycée, mais sans vous expliquer réellement que cela s'appliquait dans tout un tas de disciplines variées et qu'aujourd'hui, en l'occurrence, avec l'intelligence artificielle, bah, ce que l'on manipule, c'est tout simplement vous manipulez tous les jours les vecteurs sans savoir. Et ça me fatigue en fait de comprendre que beaucoup de gens ne sont pas capables de fait, enfin, voilà, un tout petit peu quand même, même si je relativise un peu derrière avec ce monde où la bêtise règne en masse, sur les réseaux sociaux notamment, et le niveau de réflexion étant si bas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de vous parler de ces aspects-là parce que si je dois vous former sur la mise en place des agents intelligents, bah, moi, j'aimerais que vous ayez un minimum, comme je disais tout à l'heure, un niveau en mathématiques correct. Et si vous souhaitez encore aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, parce que là, je m'adresse vraiment à la crème de la crème, hein. Donc, quand je dis à la crème de la crème, ça, c'est juste la base pour vous dire, en fait, que si votre but en devenir pour être un excellent ingénieur IA, qui, je précise bien, crée des modèles. On n'est pas juste là en train d'utiliser un ChatGPT, hein. Je vous demande de créer un ChatGPT. C'est pas la même chose. D'accord? De mettre sur pied ou de changer d'approche sur la mise en place des transformeurs. Comment, par exemple, améliorer les transformeurs, par exemple, ok?
Aujourd'hui, on travaille massivement avec la notion des vecteurs. Donc, on utilise une partie, je vais bien préciser, une seule partie. Mais vous voyez bien déjà que c'est déjà riche et dense, une partie des mathématiques pour créer des applications hyper performantes. Demain, avec l'arrivée donc on parle l'informatique quantique, mais une fois de plus, l'informatique n'exploite également qu'une seule partie de la recherche fondamentale en mathématiques. Et en mathématiques, on est déjà à un niveau, d'un point de vue d'abstraction, la notion d'espace vectoriel infini existe. Mais dans la vie réelle, vous voyez bien que les modèles tels que ChatGPT ou donc depuis, je crois, GPT-2, on était déjà à plus de 1000 composantes pour un vecteur, pour un espace vectoriel donné. Mais évidemment, parce qu'on est limité d'un point de vue matériel, d'accord, le support sur lequel vous allez entraîner vos, vos IA, ce support est limité en termes de coûts de calcul computationnel. Donc Nvidia a beau mettre sur pied, évidemment, et tout à leur honneur de mettre sur pied des modèles GPU beaucoup plus performants et encore d'autant plus très bas en coût, mais toujours est-il que d'un point de vue fondamental dans euh, la prise en compte de toutes les implications que demain on retrouvera dans euh, l'IA performante, dans l'hyper-intelligence artificielle, l'objet mathématique, les connaissances mathématiques ont déjà, contiennent déjà ces implications-là à venir. Mais comme je disais une fois de plus, si vous avez une connaissance en mathématiques beaucoup plus poussée, vous allez aller très très loin. Surtout dans cette époque moderne où l'IA, comme ça, est en train de tout changer au niveau de toutes les entreprises. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous pourrez disrupter une entreprise avec ce détail de connaissances. Et même aussi d'un point de vue cybersécurité, d'accord. Dernièrement, le gouvernement américain a interdit Fable 5 et Mythos 5. Alors, Mythos, justement, sur la partie, pour des raisons de défense nationale, sécurité nationale, d'accord. Alors, derrière ceci, évidemment, alors ça se comprend, ça se conçoit très facilement. Mais ce qu'on ne vous dit pas également, c'est que ceux qui ont la connaissance, un détail mathématique sont capables, et en informatique, bien sûr, je reviendrai, mais je n'ai pas assez précisé là-dessus, mais pour l'heure, je veux rester d'abord sur ce qui constitue le socle commun à ces deux disciplines, qui permettent justement d'avoir des niveaux d'exigence excellents. Donc, Fable 5 et Mythos 5, qu'est-ce que sont ces deux nouveaux joujoux que Anthropic a mis sur pied et que le gouvernement, l'administration Trump a stoppé? Parce que si vous travaillez par exemple à la NSA, d'accord, la National Security Agency, pardon. Alors, en gros, c'est l'organe, l'équivalent de la structure du ministère de la Défense, enfin tout ce qui est sécurité d'information aux États-Unis. Donc la NSA, par exemple, si vous travaillez à NSA, et la NSA fait appel à des mathématiciens, à des cryptologues, à des cryptographes, d'un point de vue faille informatique, faille de tous les systèmes, bah, le mathématicien, lui, pourra vous dire que on peut concevoir un système dans lequel on pourra hacker un modèle de langage, d'accord? Un grand modèle de langage. Pourquoi? Parce que si je suis capable de hacker le vocabulaire, alors, donc, hein, le corpus sur lequel un modèle de langage a été entraîné, bah, effectivement, je fais ce que j'en veux de ce grand modèle de langage. Ce qui veut dire quoi, en quelque sorte, c'est que imaginez des utilisateurs qui utilisent tous les jours un ChatGPT qui a été hacké ou un Claude par exemple, puisque le gouvernement américain par exemple estimait que c'était très très dangereux. Vous utilisez Claude, déjà un, on vous espionne, on observe
vos communications, vos échanges. Mais en plus de cela, on peut introduire délibérée, de manière délibérée, des mots, des phrases ou fausses informations dans vos recherches. Alors, excusez-moi, j'écris parfois un peu trop mal, hein. Enfin, dans vos recherches. Et avec un niveau, donc, entre autres, hein, c'est ce qui favorise les hallucinations, hein. C'est ce qui favorise le fait que les utilisateurs ne vont pas prêter attention aussi facilement au retour donné par un ChatGPT et vont s'en contenter donc de la réponse proposée par ChatGPT. Et ça, c'est très très dangereux. D'accord? Voilà. C'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que quand on entre sur les détails d'un certain nombre de votre vie privée, bah, aujourd'hui, les utilisateurs entrent des questions sur leur vie conjugale, sur leur état de santé, etc., etc. Et ça devient dangereux parce que imaginez, vous posez une question sur un diagnostic qui vous a été prescrit, sur une ordonnance, et qu'en retour, le vocabulaire sur lequel ChatGPT repose a été hacké, plutôt que de vous fournir une réponse juste, d'accord, en allant chercher dans, dans une base de données nette et claire, on va vous introduire le nom d'un médicament bidule, par exemple. Voilà. Je sais pas, quelque chose qui n'a rien à voir avec votre état de santé, votre maladie. Mais comme le niveau est tellement très bas et que beaucoup de personnes aujourd'hui ne font que avaler ce que ChatGPT leur propose sur leur interface, bah, et en plus certaines personnes font leur propre, jouent leur propre, euh, jouent leur propre médecin excusez-moi, je suis un peu fatigué, jouent leur propre médecin en journée ou au quotidien, bah, vous risquez, parce qu'on avance, hein, et avec cette nouvelle génération, vous risquez d'aller prendre un médicament qui va vous tuer. Ça, c'est la plus petite idée d'attaque. Mais on peut faire beaucoup plus que ça, en fait. On peut faire vraiment beaucoup plus que ça en hackant, enfin, tout le système d'information d'une entreprise, par exemple, ou d'un État. En tout cas, de tous les utilisateurs qui utilisent ce modèle de langage. Le modèle de langage qui a été hacké. Parce que justement, on a été capable de récupérer son vocabulaire et de l'inspecter et de le détourner. Je rappelle que quand on entraîne un modèle de langage, d'accord? Donc, on a déjà dit, ce suit des milliards et des milliards, un grand modèle de langage, ce suit des milliards et des milliards de textes, de corpus. Mais in fine, chaque représentation d'entraînement in fine, à la fin de l'entraînement, se regroupe dans une notion mathématique que vous avez vue au lycée, la notion de matrice. Les matrices n ligne, n colonne, ou les matrices carrées, de manière générale, où vous avez donc n ligne, n colonne, donc chaque token, donc chaque mot qui se trouve, enfin mot pour la machine, donc chaque token ici, pour le LLM, justement, possède une importance capitale pour le modèle. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette matrice-là, de cette représentation, de tous les tokens que le modèle a rencontrés, d'accord, que l'on va pouvoir prédire dans une phrase donnée le prochain token. Le prochain token, c'est ce que le LLM fait, hein. Il ne fait que de la prédiction, mais comme il a été entraîné sur un vaste corpus de mots, et des mots qui ont été transformés, représentés
pas un processus comme tout à l'heure de tokenisation et après d'encapsulation de modèles d'embedding, donc de vecteurs. Donc, vous avez vu au lycée la notion de matrice. Vous avez vu, on pouvait représenter, in fine, sur un tableau comme ça, carré, n ligne, n colonnes, avec des valeurs numériques. Et pour un vecteur, par exemple, donc vous avez ici un vecteur qui va contenir justement les, euh, les tokens. Donc, premier token, par exemple, en fonction de la dimension du vecteur. Et plus la dimension du vecteur est grande, plus cela veut dire que le modèle a été entraîné sur un corpus encore beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans cet espace-là, puisqu'in fine, ça devient justement un espace vectoriel, c'est pourquoi on parle espace des vecteurs. Lorsque l'utilisateur pose une question, bah, maintenant, ce qui va se passer avec le phénomène d'attention et de tout ce que je vous ai présenté précédemment, le modèle va prédire le prochain token, le prochain mot, ce qui va être un mot pour nous, in fine, par processus d'inférence, euh, le vecteur le plus en relation, en association avec un certain nombre de vecteurs qui se trouvent dans cette matrice-là. Comme tout à l'heure, le vecteur OM, vous avez vu que c'était une somme de ces deux vecteurs qui ne sont que des mots qui, ne finissent pas des générateurs, sont transformés, passage token, mot, mot, token. Alors, mais je dis oui, effectivement, mon propos c'était de dire que si je suis capable en tant que expert ou hacker, alors c'est un très très haut niveau, hein. On est clairement, en fait, la plupart des hackers aujourd'hui utilisent que des outils, des logiciels qui embarquent ce que je suis en train de vous présenter ici, dans toutes les notions mathématiques et compétences nécessaires pour créer justement ces outils d'exploitation des failles informatiques. Donc, tout à l'heure, on parlait de Mythos, clairement. Donc, si un assaillant est capable de récupérer ou d'avoir ce niveau, ce degré de connaissances et de compétences pratiques, bah, vous pouvez faire des dégâts, énormément des dégâts, énormément des dégâts. Et cela se comprend évidemment, outre l'aspect géopolitique derrière l'interdiction de rendre public Mythos et Fable 5 par le gouvernement américain au reste du monde entier. Évidemment que d'un point de vue faille de sécurité informatique, il y a de quoi dire quand on sait très bien que Anthropic est devant ses concurrents sur la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Donc, je m'approche bientôt à la fin de ce que je voulais vous présenter. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais que il est extrêmement important de comprendre l'aspect capital des notions mathématiques qui vous sont proposées et de se dire en fait que aujourd'hui, si vous voulez avoir un niveau en mathématiques, enfin, si vous souhaitez, si vous, votre but, je pense, hein, c'est de pouvoir créer des agents intelligents dans votre secteur d'activité, parce que l'IA va venir bouleverser tout un tas de métiers là d'ailleurs. Il va falloir, comme disait Cheikh Anta Diop, s'armer de connaissances. D'accord? Il va falloir vous armer de connaissances jusqu'aux dents. Et s'armer de connaissances jusqu'aux dents, c'est de repartir depuis la base jusqu'au sommet. Et la base fondamentale ici, donc je vais un peu en parler maintenant cette fois-ci de l'aspect informatique, et même les développeurs que je vois là sur le terrain doivent revenir à une formation scientifique rigoureuse dès la base. Pourquoi? Parce que la plupart des développeurs, beaucoup n'ont pas cette rigueur mathématique et ne comprennent pas toujours les implications derrière ce qu'ils manipulent, parce que la plupart ne font que appel à des API.
à des systèmes déjà fabriqués, donc à des interfaces applicatives où vous lancez une requête, post, HTTP, GET, etc., pour récupérer ce qui a déjà été fait. Moi, je vous, en quelque sorte, je vous amène à créer votre propre modèle de conception d'intelligence artificielle, d'architecture. D'accord? C'est bien beau de faire des appels à des API parce que ça a déjà été installé, ça a déjà été créé. Moi, je vous demande de créer vous-même, en fait, vos propres modèles qui pourront potentiellement changer la donne. Aujourd'hui, il y a des problématiques sur les LLM, sur les grands modèles de langage, sur les compréhensions, sur les évolutions, mais les premiers acteurs qui sont en capacité, en mesure de pouvoir les faire évoluer, c'est d'abord les mathématiciens, les cryptographes, les cryptologues, bref, toutes les personnes ou toutes celles et ceux qui ont des compétences et des connaissances pues et dues en matière scientifique. Voilà. Imaginez que derrière, un informatique évidemment, hein, enfin, qui par la suite n'est qu'une conséquence, euh, derrière un cloud code se cache énormément tout ce que je viens de vous dire ici. Évidemment, ne serait-ce que par son, son précédent, Claude.ai, ou un ChatGPT, hein, ou tout simplement. On a vu derrière que c'était déjà puissant en termes d'évolution, de gap, de précision. Et ces ingénieurs-là ont été payés, ou sont payés au quotidien, très bien payés, par des sociétés telles que Anthropic, OpenAI, pour mettre sur pied ce qui va constituer le socle de base pour qu'après, vous ayez des développeurs, des ingénieurs IA et des personnes des chefs de projet qui conçoivent des produits innovants au quotidien en entreprise, fait collaborer tout ce beau monde-là pour mettre sur pied un Cloud Code. Mais pour que Cloud Code puisse voir le jour, il faut, il faut avoir de la connaissance scientifique. Ça, c'est non négociable. Et cette connaissance scientifique passe par l'éducation nationale, passe par le fait que vous ayez un très bon niveau en mathématiques, que vous sachiez ce que vous manipulez au quotidien, ce qui se cache derrière ces architectures-là. Moi, par exemple, lorsque ChatGPT me produit une réponse, ou bien ici, par exemple, avec mon agent intelligent, bah, le plan d'action, je pose cette question, je regarde le plan d'action, je peux entrer dans la base de données, aller comprendre. Donc là, j'utilise par exemple Claude Code, même si ici, je regarde, j'observe les données qu'il utilise, que je lui ai données, je suis capable de détecter à quel moment il est en train de drifter en fait. Voilà. De perdre en dérive. Mais je le sais pourquoi, parce que je sais que d'un point de vue de précision mathématique, de manière inhérente, le modèle déjà que j'utilise possède des hallucinations. Et en plus de cela, les données et la manière dont je vais faire du prompt derrière, tous ces événements-là vont impacter forcément la suite de la réponse de ma question. Et pour améliorer, je sais que, bah, par exemple, il va falloir que j'apporte peut-être plus de données plus précises et effectuer un certain nombre de modifications, de suppressions et de relations entre les fichiers. Mais in fine, fichiers, données, manipulation, création, suppression, in fine, quand on revient à la base, à la base, à la base, à la source, on revient toujours à la manipulation des objets mathématiques.
Donc, on revient ici à la base. Voilà, tout simplement. Ce sont les algorithmes qui tournent derrière. Lorsque vous avez ici, dans un espace vectoriel de plusieurs millions de vecteurs, d'accord? Imaginez que chaque point que vous voyez là, d'accord? Chaque point que vous voyez ici, c'est toute la collection de mots qu'un grand modèle de langage a rencontré dans son entraînement. OK? Bah, je peux les indexer par des vecteurs, tous ces points-là, en faisant quoi? En mettant ici, au centre, un point, un repère, un point. C'est ce qu'on appelle la notion du barycentre, par exemple, enfin, entre autres, la notion du barycentre que vous avez rencontré, enfin, que certaines personnes ont rencontré lorsque le niveau mathématique était encore à peu près correct. Bah, je peux, donc si on prend ici un point O comme repère, en traçant comme ceci, en reliant tous les points que j'ai mis sur le tableau dans l'espace vectoriel, en le reliant au point O, bah, vous voyez bien que je constitue tous les vecteurs de l'espace vectoriel, donc à savoir tous les mots in fine via un processus token, mot, token, par transformation, que le modèle de langage a rencontré dans sa vie ou dans son entraînement. Bah, derrière cela, in fine, donc je manipule tout simplement quoi? Je manipule une fois de plus, pour vous montrer encore l'illustration, la notion des vecteurs. Pourquoi? Parce que quand l'utilisateur va poser une question, donc sa question ou sa réponse, la réponse à sa question, par exemple, va se trouver sur un vecteur qui se trouve ici, là. Bah, ce vecteur n'est quoi? N'est autre que une pondération entre, par exemple, les deux vecteurs ici. Voilà, entre ces deux vecteurs ici. En termes de rapprochement, il y a des algorithmes derrière qui permettent de récupérer rapidement ce vecteur ou les vecteurs qui entourent la question de l'utilisateur. On reverra ça plus tard pour la prochaine fois. Mais quels que soient les noms donnés, donc je vous donne un nom par exemple, le Navigable Small World, d'accord, ou le H. Donc, en termes d'hiérarchie, en fait, on navigue le graphe sous forme de 3D de manière descendante, d'accord. On filtre d'abord les candidats, la zone où potentiellement la réponse à l'utilisateur pourrait se trouver. Ensuite, on descend d'un cran et par la suite, à la troisième couche, on filtre le vecteur ou la zone la plus précise. Mais ces algos-là, derrière, ne sont autres que de la recherche fondamentale mathématique, de la théorie des graphes, in fine, et de l'exploitation des objets mathématiques. Voilà. Que vous dire de plus que il est important d'avoir un niveau très correct et de vous hisser réellement si c'est le cas pour vous, si vous voulez vraiment apprendre les vraies notions mathématiques, mais évidemment, aujourd'hui, j'ai pas trop insisté, mais on reviendra cela là pour la prochaine fois parce que j'estime que c'est une partie moindre par la suite parce que ce n'est qu'une conséquence de ce que je suis en train de vous expliquer. Euh, L'architecture des systèmes d'information, d'accord? Comment on, comment on crée une architecture qui va faire en sorte qu'un agent intelligent puisse respecter sa trajectoire. Donc, un agent intelligent doit rester dans son périmètre donné. Et l'architecture, justement, c'est toute les développeurs également manquent de cette hauteur de vue, de prise de vue, parce que l'architecture, aujourd'hui, il est fondamental de se former sur la compréhension de comment architecturer un, un agent intelligent, d'accord? Qu'est-ce que je mets dans un agent intelligent? L'orchestrateur, comment je passe de la requête de l'utilisateur pour la traiter de bout en bout à travers des briques dans mon architecture qui vont effectuer chacune de ces briques
un aspect particulier et essentiel pour le traitement final de la question de l'utilisateur. Donc c'est très important, d'accord? Parce que derrière l'architecture se cache quoi? Se cache d'abord toutes les notions sur les bases de données, d'accord? Sur les bases de données vectorielles. Où est-ce que je stocke mes tokens? Bon, mes vecteurs, vous avez compris jusqu'ici parce que je ne fais que répéter ça. Aujourd'hui, on vous parle des protocoles de connexion entre les LLM et d'autres environnements extérieurs. Donc, en l'occurrence, par exemple, les MCP, les modèles Context Protocol. Comment je fais pour relier le, 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 le client, donc l'aspect relation, donc client-serveur. D'accord? L'orchestrateur, j'en ai parlé, il me semble. Donc, bref, vous voyez bien le moteur de recherche, donc le moteur de pensée, le LLM dans la boucle de l'agent intelligent. Qu'est-ce qu'un agent intelligent? Évidemment, bien sûr, hein, à préciser, hein, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Un agent intelligent, je vous résume ici, hein, très simplement, c'est un LLM plus, donc c'est une somme, enfin c'est constitué d'un LLM pour la partie motorisation de réflexion dans la boucle agentique, c'est le LLM qui réfléchit, qui, enfin, je mets des guillemets, bon, ce ne sont pas des humains, mais qui apporte la connaissance nécessaire, et plus euh, les, tous les outils. Alors, on va prendre notre couleur, ici, voilà. Voilà. Et plus tous les outils avec lesquels le LLM va interagir de manière itérative. C'est-à-dire que vous allez en permanence avoir cette relation LLM, aller-retour entre le LLM et les outils. Le LLM n'agit pas en soi. Le LLM n'est que là pour comprendre, donc le grand modèle de langage n'est que là pour comprendre ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez accomplir. Donc, un agent intelligent, c'est quoi? C'est que maintenant, il comprend non seulement ce que vous souhaitez faire, mais il est capable d'agir dans l'environnement dans lequel il a été constitué. Et maintenant, pour agir, il lui faut des outils. D'accord? Il lui faut des outils. Il lui faut ici des outils. Alors, il lui faut des outils pour agir. C'est comme un mécanicien, d'accord? Il fait le diagnostic avec une valise. D'accord? Il constate qu'il y a un certain nombre de points défaillants sur votre moteur, points, pots d'échappement et tout le reste. Mais pour intervenir, il lui faut quoi? Il lui faut des outils. D'accord? Il faut des vis, il faut du matériel approprié. Bah, maintenant, c'est cette partie-ci. Et la relation agentique, c'est l'aller-retour entre, bah, j'agis d'une première façon, ça va impacter telle autre partie, donc je vais revenir poser la question au LLM. Je viens de terminer la partie 1, que devrais-je faire par la suite? Le LLM dit ou me dira, bah, attaque cette seconde partie parce que justement, le LLM a été en mesure de proposer le plan d'action structuré. D'accord? C'est ce qui se passe en fait derrière. C'est la logique agentique. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que vous développez, co-développez avec Claude Code. Et Claude Code, justement, a été entraîné à maîtriser bien ces événements-là. C'est pourquoi il est considéré comme étant le modèle agentique sur la partie coding la, la plus avancée. Enfin, le modèle le plus avancé. Donc, voilà ce que c'est qu'un LLM. Mais pour mettre ceci en œuvre, donc il faut comprendre tout ce que je vous ai dit précédemment là, tous les aspects importants de mon propos. Je ne peux pas faire plus que ça, hein. Et pour revenir peut-être encore, je vais terminer ici parce que je pense que j'en ai assez dit. Vous voyez bien la différence entre une épreuve comme celle-ci? Vous voyez bien là?
OK. Là, à l'époque, il y avait encore, allez, un minima, hein, mais j'estime que c'était déjà très, très faible. Je pense que les étudiants francophones, donc francophones, d'Afrique francophone, Maroc, Cameroun, Gabon et tout le reste, parce que évidemment, j'en sais quelque chose, ont un très, très bon niveau en mathématiques, en France, par rapport à la France, au sur cette partie justement du de baccalauréat, d'accord? Et ça se retrouve aujourd'hui d'ailleurs d'autant plus, hein. Mais en France, c'est très, très criant, d'accord? Regardez bien, vous voyez bien là, à l'époque, il y avait quand même encore, des racines carrées qui étaient, mises, en place pour que les étudiants puissent apprendre à développer, enfin, à dériver, à effectuer tout un tas de des intégrales, voilà. Et vous regardez bien cette épreuve avec, celle-ci de 2026, où là, c'est quasiment des réponses à choix multiples. Donc là, c'est probabilité conditionnelle. Voilà, probabilité, non A intersection B, très facile. Mais même étudiant, enfin, un élève, «idiot» entre guillemets, peut trouver, mais sans comprendre ce qu'il a fait. Parce que voilà, j'ai une chance ici sur 4 de trouver, donc là j'ai 4 propositions. Bon, déjà la première proposition est fausse parce qu'une probabilité n'est pas égale à 1. Mais bon, n'est pas supérieure à 1. Vous voyez déjà qu'un lycéen, même un cancre en fait, il sait déjà que bah, il faudrait que forcément la réponse se trouve entre les propositions B, C, D. Ça réduit déjà, enfin ça permet déjà d'avoir une réponse beaucoup plus précise. Alors qu'à l'époque, on aurait tout simplement dit à l'élève, compte tenu de ces informations, enfin, on n'aurait même pas mis cet arbre en fait descendante, binaire là, avec des valeurs déjà remplies. On aurait tout simplement dit à l'étudiant, bah, calcule-moi, calcule ceci. Qu'est-ce que ça représente? Donc, probabilité conditionnelle. Alors, tout à l'heure, j'insistais sur la notion de vecteur, mais un grand modèle de langage, c'est exploite la notion également des probabilités. Quand je parlais du fait de prédire le prochain token, dans l'exploitation des vecteurs, la prédiction va s'effectuer justement en mesurant dans le phénomène d'attention des poids donc d'un mot sur n'importe quel mot de la phrase dans laquelle ce mot se situe pour mesurer évidemment en termes de probabilité ce qu'on appelle la vraisemblabilité. Alors, c'est le mot le côté vraisemblable pour donner une réponse plausible à l'utilisateur. Mais comme le LLM a été suffisamment été entraîné et qu'il a rencontré au quotidien beaucoup de mots, de phrases, de champs lexicaux dans lequel un utilisateur s'exprime au quotidien, donc il est capable de faire rapidement en fait des relations de causalité et d'inférence pour dire en fait que probablement dans ta question, voici le mot, enfin, ce qui sera un mot pour l'utilisateur, mais une probabilité pour la machine, ce qui correspond à ta réponse. C'est ce que manipule un LLM derrière et qui par la suite est exploité par la boucle agentique. Donc la notion, donc on parlait tout à l'heure de l'aspect vectoriel, des espaces vectoriels. Une partie des mathématiques, vous voyez encore ici avec la notion des probabilités, se retrouve dans l'enseignement mathématique. C'est alors, pour terminer, vous voyez bien que là, l'épreuve est quand même assez très très pauvre par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pauvre pourquoi? Parce que quasiment tout a été mâché en fait, tout a déjà été donné aux lycéens. On- Auparavant, bah, la forme développée de cette expression, on ne mettait pas ce genre de réponse à choix multiple A, B, C, D. Donc ça veut dire que je peux me tromper. Enfin, je peux ne pas savoir comment développer cette forme, mais avoir la réponse parce que j'ai une chance ici sur 4 de pointer la bonne réponse. C'est aberrant.
quand on sait très bien que nous sommes passés de ça, enfin de ceci, de 1994, que moi, ça c'est très facile, hein, enfin, mais pour certains déjà, aujourd'hui, vous allez trouver ça très difficile, mais d'autant plus, mais quand on est passé de ça à ceci, bah, la forme développée de cette expression, c'est quoi? C'est pas compliqué. X au cube moins 1, voilà, c'est quelle puissance ici? 2. Bah, c'est très simple. C'est tout simplement les relations que l'on a vues de développement en produit remarquable de A plus B puissance n, par exemple. Bah, puissance 2, je n'ai qu'à faire quoi? Avec le binôme de Newton, etc. Je n'ai qu'à développer ici 2 fois x au cube moins 1, cette expression, fois encore la même expression. Et après, j'applique tout simplement les produits en multiplication. OK? Mais vous voyez bien. Et après, oui, donc je regroupe les membres, développement et simplification. D'accord? Donc déjà ça c'est faux. D'accord? X puissance 5, parce que le polynôme, donc en termes de degrés, donc x puissance 3, on aura fois 2. D'accord? Ici, là, x puissance 3. Mais voilà. Donc, il ne peut pas avoir de x puissance 5 ici, tout simplement. Si je développe ceci, il n'y a pas de x puissance 5. Donc, je sais déjà que ce terme-ci, x puissance 5, est trompeur et que c'est faux. Mais c'est vraiment si basique, en fait. Bon, je pense que j'ai assez dit par rapport à l'ensemble de mon propos général. Ce n'était pas un exercice de mathématiques que je suis en train de faire. Je pense que vous l'avez bien compris. J'insistais vraiment sur le fait de comprendre le lien entre l'enseignement mathématique, d'accord, et la bataille pour l'IA. Voilà. Je vais m'arrêter là et peut-être vous dire une dernière chose. Poussez ceux qui voudraient se lancer dans l'IA et devenir demain des ingénieurs IA. Vous devez comprendre le minimum, comprendre, coder. Je vais rajouter un truc, architecturer et construire. Ça, c'est voilà les étapes à lesquelles il faut passer. Comprendre. Donc, qu'est-ce que je manipule? Qu'est-ce qu'il y a derrière les modèles GPT? Qu'est-ce qu'il y a derrière les vecteurs embedding? Quand vous entendez des modèles RAG, que je n'ai pas précisé tout à l'heure, sur la partie MCP, donc comment je fais pour améliorer les réponses à mes utilisateurs en mettant sur pied une base de données vectorielle qui va me servir de source de réponse, de fiabilité pour réduire justement le phénomène des hallucinations, le Retrieval Augmented Generation, pour que le LLM puisse m'apporter des réponses plus fiables. Tous ces objets-là derrière, les comprendre, et comprendre que derrière, ce ne sont que des objets mathématiques, des notions mathématiques que l'on manipule, coder. Donc là, on entre dans la partie maintenant, acquisition des connaissances en informatique. Base de données, je vais pas revenir sur ça. API, manipulation des fichiers XML, d'accord? Manipulation des fichiers MD, Claude MD, d'accord? Alors c'est un fichier texte, mais euh, quelle est sa puissance, son importance dans le fait de récupérer du contexte de mon agent intelligent pour pas rappeler à chaque fois à Claude Code ce que fait mon projet en soi. Bien architecturer un système
d'agents intelligents, de bien poser les briques pour éviter tout ce qui est, par exemple, perte de données, éviter le fait de ne pas avoir un agent fiable, la question de la performance, la question de la résilience, la question du cloud, la question de journaliser en fait les échanges entre l'utilisateur et mon agent intelligent, mettre en place un système métrique de log, de suivi, la gestion du contexte Windows, d'accord? La fenêtre de contexte, comment je fais pour que mon agent intelligent soit en mesure de suivre tout un, tout un long échange entre l'utilisateur et moi. Parce que je vous garantis que plus vous utilisez Claude Code au quotidien, bah, si vous n'êtes pas assez précis dans vos réponses, à un moment donné, lorsque vous avez tellement échangé, tellement développé sous 3 mois un projet, ça devient de plus en plus compliqué pour Claude Code de vous suivre en fait. Et si vous vous trouvez ici avec autant de fichiers ici dans votre arborescence, ça va être très très compliqué d'aboutir et de terminer votre projet parce que vous allez vous emmêler les pinceaux tout simplement. Vous allez vous perdre en fait dans tout cet écosystème. Et c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à mettre sur pied des agents intelligents qui fonctionnent réellement en production, qui fonctionnent en ligne. Cet agent intelligent, vous pouvez le tester, d'accord? Et c'est déjà, vous voyez bien, je vous ai montré un exemple, hein, donc c'est un live, hein, d'accord? Je n'ai pas fait exprès. Donc là, où trouver un professionnel de l'automobile pour effectuer la démarche à ma place? Que fait? Donc voilà, bref. Mettre sur pied ce genre d'écosystème, ça demande une rigueur et une compréhension profonde de ces 4 ensembles. Donc, moi, alors, la partie architecturée, c'est la partie transition entre coder et construire. Mais pour résumer cela, euh, je pourrais mettre ceci dans le fait de, de, de rendre, pardon, excusez-moi, je pourrais ici tout simplement réduire cela en 3 choses. Comprendre, coder et construire. Les 3 C. Voilà. Voilà. Merci les amis, je vous dis à la prochaine et restez concentrés. Je vous dis au revoir.